Le patriarcat de base trouve son origine dans les sociétés d'éleveurs. Et dans ce chapitre, nous allons nous intéresser plus spécifiquement aux éleveurs de Mésopotamie durant le Néolithique, et plus spécifiquement encore à la domestication des moutons et des chèvres. Et on peut dater cette période de domestication en observant les ossements d'animaux retrouvés dans les tas de détritus. Au temps de la chasse, les squelettes d'animaux sont de tous les âges, tandis qu'au temps de l'élevage, on observe uniquement les restes de jeunes mâles et de vieilles femelles. On constate donc que les ovins caprins sont génétiquement originaires d'animaux de type mouflon des régions montagneuses et que cette domestication s'est faite en plusieurs endroits à partir du 8e millénaire avant notre ère. Les avantages de ces animaux sont de fournir du lait, de la viande, des peaux et de la laine. Et cela en broutant des herbes diverses, des zones pauvres et arides. Mais même avec un régime frugal, ces troupeaux devaient se déplacer régulièrement d'un pâturage à l'autre sur de grandes distances. Ce qui conduisit ce type de civilisation nomade à développer différentes caractéristiques. Signalons d'abord la pratique de la polygamie, où un homme pouvait avoir plusieurs épouses. La raison principale est liée au fait que les éleveurs risquaient beaucoup plus de rencontrer des fauves dans la steppe. Il s'ensuivait une plus forte mortalité masculine du fait que les femmes étaient moins exposées en vivant dans le camp ou à proximité. Mais, privée de son époux, une femme et ses enfants se retrouvaient donc chez le frère ou le cousin de celui-ci par sécurité. Ainsi, à l'origine, la polygamie est basée sur une question d'entraide. Si les agriculteurs vivent selon un cycle solaire annuel, par contre, les éleveurs doivent suivre le rythme mensuel de la lune. En effet, ceci est lié au mode de vie et aux contraintes de la steppe. Ainsi, avec des animaux ruminants, la vie au jour le jour consiste à faire paître les bêtes tôt le matin à la fraîche, lorsque les herbes sont encore couvertes de rosée, puis elles vont se protéger du soleil et ruminer à l'ombre pendant les heures chaudes. Puis, lorsque l'herbe de la zone est toute consommée, il est alors nécessaire de changer d'endroit pour trouver un nouveau pâturage de pousses fraîches. Mais, comme le déplacement durant le jour est très pénible à cause de la chaleur, la transhumance s'effectue alors la nuit. Et, pour une raison évidente de meilleure visibilité, cette migration nocturne va s'accomplir les nuits de pleine lune. Ainsi va s'installer un mode de vie dépendant des cycles lunaires, déplacement durant quelques jours de pleine lune et repos pendant le reste. Et par conséquent, puisque les contraintes sont identiques dans les zones steppiques, les éleveurs vont identifier leur divinité principale avec la lune. Et dans tout l'Orient ancien, ce dieu fut connu sous le nom de Sin. On notera que le nom de la péninsule du Sinaï est un reliquat de ce culte néolithique. On a d'ailleurs découvert que de petits autels de pierre y étaient dispersés un peu partout et que ces sites devaient servir de lieu de culte à ce dieu lune lié à des sacrifices d'animaux. Signalons également
que l'étoile du berger est l'autre astre visible dans le ciel de nuit et que le dieu Sin était généralement associé à cette planète dans les représentations. Association d'ailleurs toujours d'actualité parmi les peuples d'origine nomade. Indiquons aussi que l'observation du croissant de lune est plus ou moins inclinée selon la latitude terrestre, soit verticale au nord, horizontale à l'équateur et intermédiaire au tropique, ce qui se retrouve également dans les drapeaux nationaux. Autre caractéristique prégnante et durable de la civilisation des éleveurs néolithiques, celle d'utiliser le premier système de comptage. En effet, compte tenu du nombre élevé d'animaux à dénombrer, sans autre instrument que les mains, les nomades utilisèrent alors la structure des doigts comme base d'inventaire des troupeaux. Ainsi, à partir d'une main, on utilise le pouce pour pointer sur les phalanges des 4 doigts opposés et on obtient une base 12 comme première assise. Puis, en reportant avec les 5 doigts de l'autre main, nous obtenons la base supérieure de 60, soit celle que nous avons conservée pour mesurer le temps. Avec des siècles de voisinage, les civilisations de l'agriculture et de l'élevage ont forcément eu des relations diverses et variées. Et c'est au cours de la dernière période sumérienne, dominée par la cité de Our, que l'on observe que le dieu Sin est intégré dans la mythologie agraire. Il devient alors le dieu Nana-Sin, l'époux de la grande déesse Inanna, et leur fils est Shamash, le soleil. Il est également intéressant de constater que les 2 plus grands temples du dieu Sin étaient situés à Our et à Haran dans le nord. Or, à cette époque, ces 2 villes correspondaient au terminus départ de la voie de transhumance des troupeaux. Les herbivores étaient alors natifs et engraissés dans les vallées herbeuses du nord, puis elles descendaient la rivière Chabour et le fleuve Euphrate pour alimenter les marchés de Our. Et les nomades remontaient alors, chargés de produits manufacturés. Précisons que la cité de Marie s'est développée à cette période en prélevant la laine et en devenant un grand centre de tissage. Et précisons encore que la production intensive de Marie mit fin à l'ancienne mode vestimentaire du konakes ou konas, soit un tissu à longue mèche de laine.